l'idée, c'est maintenant dans cette nouvelle section un peu de comprendre comment réussir son implantation au Maroc, que faire éventuellement, quoi ne pas faire, ou les erreurs à ne pas faire. Et donc, du coup, peut-être, la question pour Gauthier, quelle était un peu la première étape concrète pour lancer Ziwo au Maroc et quels ont été les aspects plus simples ou plus complexes qu'initialement prévu? Hein, tout d'abord, c'était vraiment trouver des partenaires fiables, lancer notre business de façon pérenne, etc. Donc ça, c'est un process qu'on a dans les différents pays qu'on opère, où un de nos cofondateurs vraiment a ces différentes fonctions dans sa feuille de route. Et après, il y a un sujet qui va te plaire, Léo, mais c'est vrai que c'est la partie recrutement, où clairement, c'était quelque chose d'assez compliqué pour nous au Maroc au début. On a essayé de faire ça en interne. Malheureusement, je pense qu'on était dimensionné vraiment pour les pays du Moyen-Orient, moins pour l'Afrique francophone et le Maroc notamment. Et donc on a eu beaucoup de mal au début à trouver nos premiers Marocains dans l'équipe. Pour nous, c'est très important en tant que solution SaaS d'avoir des gens dans les pays, des gens du pays. Mine de rien, on revient souvent au basique dans le business, mais c'est une question de confiance. Donc avoir quelqu'un sur place, dans un bureau, un meeting physique, ben, c'est là où on parvient à signer des deals très intéressants. Et donc pour tout ce process-là, heureusement, on a été accompagné par InnoTalent parce qu'on a eu quelques petits problèmes pendant 2 3 mois où vraiment on n'arrivait pas à avoir des candidats du niveau qu'on souhaitait, qu'on imaginait. Parce que pour lancer un pays, c'est pareil, c'est pas rajouter une personne à une équipe de 20 ou 30 personnes. Non, c'est vraiment lancer une équipe avec un esprit vraiment intrapreneur, chose vraiment qui nous importe beaucoup. Et donc, avec InnoTalent, on a recruté deux comptes exécutifs, nos deux commerciaux. Et pour l'instant, ça se passe super bien. Donc, oui, avoir des partenaires sur la partie recrutement, ça vaut vraiment le coup. Merci beaucoup. Alex, si tu es là, de votre côté, du coup, sur les premières étapes, tu nous avais parlé justement de la création de la structure, de trouver le site. Est-ce que ça a été un peu plus simple, plus complexe, notamment maintenant, t'as des points de comparaison avec ce qui a pu se passer au Sénégal, notamment, et autres pays et les autres sites. Donc, c'était quoi un peu les premières étapes, premières difficultés euh, de votre lancement à Casa? Alors, je dirais que la première étape, c'était de créer la société et ça, c'est c'est les réseaux des startups que tu connaissais très bien. Je vais remettre la caméra. Avec les réseaux des startups, on nous a vite conseillé un ou deux experts comptables, un peu comme ce que fait Hicham. C'est vraiment important ces acteurs parce que je considère que ce sont des facilitateurs qui vont nous permettre d'avoir des partenaires sérieux, efficaces, rapides et d'éviter de tomber dans des partenaires qui regardent le porte-monnaie et qui vont peut-être pas nous faire le travail. Je le dis, comme on en a parlé des fois, peut-être donner des exemples peut-être sur d'autres expériences professionnelles. Sur une expérience professionnelle dans mon entrepreneuriat, je suis tombé sur un client qui avait un gros problème parce qu'il était passé par un bureau de domiciliation qui s'était dit pseudo créateur d'entreprise, qui lui avait créé un bureau direct sans faire les choses en bonne et due forme. Donc l'entreprise, c'était une boîte internationale, ben, ils ne pouvaient pas déclarer leurs salariés à la CNSS, ils ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire. Donc vraiment, ça a été la cata. Donc c'est vraiment important dès le départ de faire confiance à des facilitateurs, je dirais comme Hicham, qui vont vous aider à bien faire les choses pour vous éviter des erreurs, des pénalités, de connaître bien les facilités que l'État vous permet d'avoir. Par exemple, les premiers salariés, euh, vous avez droit à toute la partie qui s'appelle le contrat fees, qui vous permet d'avoir des exonérations sur les charges de certains salariés pendant je crois, deux premières années, si je ne me trompe pas. Je laisserai Hicham en parler. Concernant trouver un local, oui, ça c'est souvent quelque chose d'important. Et après, si vous êtes une société de services, donc la première étape c'est la domiciliation et après travailler depuis un coworking ou technopark qui est très intéressant pour les startups au Maroc et de soumettre votre dossier comme ça.
Vous pouvez profiter d'avoir un bureau, des fois 150, 180 euros par mois, pour vraiment encourager l'écosystème des startups. Et c'est vraiment des choses intéressantes à des lieux bien placés. Concernant toute la partie, je dirais, location, trouver un local ou autre chose, il y a des bons agents immobiliers sur la ville qui connaissent les bons produits. Après, si c'est juste un bureau, c'est assez facile de trouver, mais après, il faut identifier souvent le quartier, etc., pour les salariés. Et quand vous rentrez dans des showrooms un peu comme nous, dans des locaux industriels, là, à ce moment-là, il faut chercher dans les bonnes zones, passer par les bons agents immobiliers qui ont les bons produits. Et ça peut aller vite, hein. Par exemple, je me rappelle qu'Axel, Auto 24, à l'époque, j'avais mis en relation et en genre 48 heures, le local était trouvé. Voilà. Et concernant le recrutement, c'est vrai que je dirais que chaque pays, on pense que c'est spécifique, mais si on a la bonne méthodologie tout dès le départ, ça peut aller très vite. Et nous, on l'a vu entre autres avec Léo je vais donner l'exemple du Sénégal où on a pu monter une équipe en même pas 3 semaines. Voilà. Donc, je dirais qu'il y aura toujours des petits problèmes, mais si dès le départ, vous allez dans le bon sens, avec des bons contacts, des bons facilitateurs, toujours n'hésitez pas à demander à un coin de rue, un conseil, autre chose sur des choses, à vraiment vous intégrer, à parler avec un peu tout le monde. Même des fois, le simple gardien de parking peut vous donner des bons tuyaux sur trouver un bureau, sur l'info, autre chose, parce que c'est vraiment, je dirais, un pays de communication, de collaboration et d'entraide. Voilà. Donc, merci beaucoup, Alexandre. Hicham, du coup, toi, de ton côté, quels conseils tu peux donner aux entreprises, aux entrepreneurs qui souhaitent s'implanter au Maroc, peut-être que ça soit sur le choix de la structure juridique, l'enregistrement, la domiciliation, voilà, sur l'aspect. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a besoin de créer une filiale au Maroc pour faire du business au Maroc? Euh, alors, non, on peut être exportateur à partir de la France si on souhaite rester exportateur, mais si on souhaite opérer au Maroc, c'est-à-dire avoir des salariés marocains et avoir des clients marocains avec l'avantage d'avoir cette proximité par rapport à ces clients-là, il faut créer une filiale. Euh, donc, après, donc, effectivement, comme a dit Alexandre, c'est important surtout pour les ETI et PME et les startups en général qui ont peu de ressources à allouer à différents aspects de développement de leur business, évidemment donc se garder pour leur cœur de métier, pour le développement de leur business, et donc se faire accompagner pour le reste des aspects réglementaires et administratifs. D'abord parce qu'ils n'ont pas le temps, deuxièmement il y a un risque d'erreur et c'est normal parce qu'on ne peut pas maîtriser tout ce qui se fait dans tous les autres pays. Et donc, deux, trois points un peu sur la création. Donc, au Maroc, parmi les points facilitateurs, c'est qu'on peut créer sa filiale en faisant les démarches à distance. C'est-à-dire, en gros, il y a une dénomination à avoir auprès de l'entité des propriétés intellectuelles, un contrat de domiciliation à avoir. On n'est pas obligé dès le départ d'avoir des locaux physiques. On peut être domicilié juridiquement. Et après, il y a les statuts à rédiger. Et donc, les signatures peuvent se faire en France avec un aspect qu'on appelle la légalisation des signatures, c'est-à-dire l'authentification des signatures qui peuvent se faire dans une mairie en France. Et c'est accepté au Maroc dans le cadre de l'accord de coopération judiciaire qui est entre les deux pays. Et donc, il y a moyen de commencer le plus light possible. Donc, une structure juridique créée, une domiciliation juridique. Et après, pour les premiers recrues, on peut commencer par un espace de coworking, et effectivement, comme a dit Alexandre, type Regus, pour citer une marque connue à l'international, mais il y a pas mal d'opérateurs marocains qui offrent le même service. Le temps donc de se développer, de confirmer son implantation et d'être en situation de prendre des locaux. Après, donc, en parallèle, il y a la création du compte bancaire et tous les comptes auprès des administrations, des organismes obligatoires pour opérer et pour enregistrer ses salariés. Euh, Quand arrive la phase de créer le compte bancaire, la présence physique du gérant est nécessaire.
Mais le point de vigilance, effectivement, c'est de se faire accompagner correctement par des acteurs qui maîtrisent les process, qui sauront donner les bons conseils pour tous les volets de la création et qui sauront également conseiller et accompagner efficacement pour créer un compte bancaire. Donc, le choix de la structure juridique adaptée est important. Faire les choses correctement au niveau bancaire est très important, justement par rapport à la réglementation d'échange marocaine, pour pouvoir après rapatrier ses dividendes et pour pouvoir après faire des flux à l'international de manière, enfin, sans blocage. Ce sont des choses importantes à maîtriser en amont et à connaître de manière précise en amont pour opérer après tranquillement. Ok, très bien. Et du coup, un des points, donc, encore une fois, toujours peut-être pour conclure sur la partie réussir son implantation au Maroc, un des points, je dirais, qui est vrai quand on va dans un nouveau marché, c'est peut-être si on parlait un petit peu des différences culturelles ou des choses que vous avez découvert en faisant du business au Maroc, ou pour toi, Hicham, les conseils que tu donnerais typiquement à des dirigeants français. Voilà, on vient tous avec nos attentes. Qu'est-ce qui nous attend au Maroc? Est-ce que bah, prendre la parole de de quelqu'un pour content, ça suffit? Est-ce que voilà, quelles sont un petit peu peut-être les principales différences culturelles que chacun vous avez un peu pu noter? Peut-être on va commencer par toi, Hicham, après Gauthier, et finir par Alexandre, notre je dirais franco-marocain de l'étape. Euh, bon, c'est difficile à résumer, mais en trois, quatre points quand même à garder en tête. Euh, le fait que la pratique des affaires se fasse en français en général est un point très facilitateur, mais en même temps, ça peut être un piège. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus penser on est toujours en France et que ça va se passer exactement comme en France. Alexandre peut en témoigner du fait qu'il connaît les deux cultures et qu'il parle arabe également. C'est une autre culture, ça se passe un peu différemment. Et donc, il faut garder ça en tête, c'est-à-dire il faut être prêt à s'adapter à un nouvel environnement, à une nouvelle culture. Les, ceux qui sont le moins flexibles possible ou qui s'entêtent à vouloir à ce que ça se passe exactement comme en France, rencontrent beaucoup de difficultés. C'est-à-dire, on s'adapte à un environnement, mais on ne peut pas faire adapter tout un environnement à soi, donc ça, c'est une évidence. Euh, Après, dans les différences culturelles, alors au Maroc, l'intuitu personnel est plus important qu'en France. C'est-à-dire, c'est important d'avoir des liens directs avec les personnes, d'avoir une certaine proximité, de créer ce lien humain. Ça joue beaucoup dans l'établissement dans le développement des affaires, à des niveaux différents. C'est-à-dire que quand on est dans un environnement de multinationales, dans des secteurs en vogue ou qui font le buzz, ça peut fonctionner de manière très proche de ce qui se fait en Europe ou en Amérique, mais moins on est dans ce contexte, plus cet aspect est important. L'un des avantages au Maroc, que ce soit vis-à-vis des collaborateurs qu'on peut recruter ou même dans les relations qu'on a avec nos partenaires, ce sont des relations où il y a beaucoup plus de flexibilité et d'adaptation en continu. Donc c'est bon pour faciliter les affaires, mais ça peut parfois amener dans des zones d'ombre, dans des incompréhensions, dans des difficultés. Donc euh, il y a cette flexibilité, mais il faut avoir le réflexe de davantage formaliser les relations, les commandes, les conditions de coopération, essayer de les formaliser au mieux pour éviter justement d'être en difficulté quand il y a des incompréhensions. C'est un- c'est globalement ça. Et après, donc, dépendamment du contexte de chacun, c'est très important donc de s'impliquer personnellement, de connaître les gens et, et c'est ce qui permet donc à chacun de se forger sa propre idée et d'apprendre à opérer et à naviguer dans son environnement spécifique.
Ok. Tu veux ajouter quelque chose Euh, ou... non, la réponse d'Hicham était très complète. Si je peux juste rajouter un peu le fait que, à mon avis, dans tous les pays, le plus important, c'est de savoir s'adapter, que ce soit au Maroc, en Arabie Saoudite, ou en Irak, ou en Australie. Vraiment, faut réussir à s'adapter. Et pour avoir travaillé dans une entreprise américaine avant en marketing, les anglo-saxons, des fois, manquent un peu d'ouverture là-dessus et pensent que traduire tout le contenu déjà utilisé, par exemple, pour les États-Unis va leur permettre de cartonner, que ce soit au Maroc, en France ou en Allemagne. Alors qu'en fait, il faut au contraire localiser au maximum ses équipes de vente, localiser son contenu, localiser les use cases. Et ça, c'est l'adaptabilité, quoi. Et je pense qu'au final, après, évidemment, les Marocains seront différents des Allemands, des Saoudiens, mais il faudra juste réussir, voilà, à personnaliser au maximum son entreprise pour le marché en question. Et à partir de là, il n'y a plus aucun problème de succès, selon moi. Parfait. Et ben du coup, ouais, ça fait une bonne transition du coup avec un peu la partie finale qui est voilà, adapter sa stratégie, notamment commerciale au contexte marocain. Donc on a parlé, c'est quelque chose qui revient pas mal, hein, c'est avoir notamment des équipes locales et des bons partenaires locaux qui peuvent vous guider dans ce lancement puis la croissance et accompagner. Je sais qu'il y a des personnes qui sont dans le webinaire, qui ont un petit peu vécu ça, de pouvoir faire des navettes depuis la France, d'arriver au Maroc, de voir un intérêt et puis rentrer en France, ils n'arrivent plus à signer les contrats. Euh, Alex, du coup, toi, par rapport à encore sur ce thème des différences culturelles, est-ce que tu as t'as des clés pour euh, pour rajouter un petit peu à ce qui a pu être dit par Hicham ou Gauthier? Bon, est-ce que tu es dans un tunnel, notre ami Alex? Si tu reviens, Non, non, je suis pas dans fais-nous un tout. tunnel, c'est que tu étais passé à autre chose, donc stratégie commerciale, donc j'étais focalisé. Mais écoute, qu'est-ce que je pourrais te dire? Je vais utiliser simplement une phrase et après un peu de parler de stratégie commerciale. C'est une phrase de Feu Sa Majesté Hassan II. Il a dit le Maroc, c'est un arbre qui a ses racines en Afrique et ses branches en Europe. Voilà, et je trouve que cette petite phrase résume un peu, résume bien la logique du Maroc et aussi la grandeur, je dirais, de la famille royale et de la stratégie qu'elle a implantée et cette stabilité qu'elle offre au Maroc. On a certes dit pas parler de politique, mais c'est vraiment une phrase qui résume bien les choses. Et je dirais qu'aussi le peuple, je dirais, marocain a vraiment cette spécificité d'avoir cet ADN, je dirais, arabe, berbère en fonction des origines, africaines aussi, parce que des fois, dans le sud du Maroc, on voit des gens, leur nom de famille, c'est vrai, tu sens qu'il y a des connotations de certains pays subsahariens. Et derrière cette proximité, cette culture, des fois, qui est des fois proche de l'Espagne, de la France ou d'un autre pays, en fonction de, je dirais, de la culture que les gens ont suivie. Des fois, vous trouvez des Marocains qui vont être excellents en anglais, mieux qu'en français, tout simplement parce qu'ils ont ce côté autodidacte, à vouloir avoir une passion pour la télé en anglais, à avoir une passion pour la littérature anglaise. Et c'est des choses que, des fois, on ne peut pas trouver dans un pays. Et je dirais qu'aussi, il y a aussi l'effet de les Marocains résidant à l'étranger qui ont grandi dans des pays étrangers qui reviennent au pays, les MRE, comme on dit, et qui viennent apporter aussi une valeur ajoutée, ce côté un peu mouton à cinq pattes entre ces deux continents. Et ça, on le voit. Moi, je vois au Maroc, il y a un centre d'appel flamand. C'est-à-dire qu'ils recrutent des gens qui parlent le flamand, le hollandais pour travailler dans des centres, un seul centre d'appel depuis le Maroc pour ces pays-là. Donc, c'est vraiment impressionnant. Je dirais qu'au niveau business, je dirais c'est de vraiment des fois être patient parce que certes, quand on gère des fois certains business à distance, c'est pas simple. Mais je dirais que maintenant, avec toutes les nouvelles technologies, ça simplifie le travail. Euh, je pense qu'avec tous les outils, je dirais la période post-Covid, ça a simplifié beaucoup de choses et qu'avant le Covid, des fois, il fallait prendre son sac et aller faire du porte-à-porte à l'ancienne, chose que maintenant, ça commence à changer sur beaucoup de pays, dans le Maroc. Je dirais que la vie est beaucoup plus simple au niveau commercial. Voilà, mais au contraire, je dirais que tant que le produit est bien, bien pensé pour le besoin, bien tarifé aussi, pas être trop cher par rapport au marché, comme l'a bien dit Gauthier, l'adapter au niveau marketing local.
je vois pas des freins qui ne puissent pas permettre une réussite commerciale pour une entreprise au Maroc. Magnifique. Ok, ben merci beaucoup. Donc du coup, là, on arrive un peu sur la fin du webinaire. Peut-être je vais vous donner à chacun l'opportunité de donner peut-être un conseil, si vous aviez un conseil du coup à donner à un directeur export, dirigeant de PME. Et puis on va voir du coup si on a le temps de répondre aux questions que tu as pu recevoir, Enora, mais peut-être un peu voilà, si on devrait un petit peu résumer, chacun d'entre vous donner le conseil clé que vous auriez aimé avoir quand vous avez lancé votre premier business au Maroc. Hicham. Euh, alors, le Maroc est un pays attractif à plusieurs égards. On peut y opérer et à partir du Maroc, on peut toucher plusieurs régions. Le cadre réglementaire et l'ouverture économique le permet. Mais c'est évidemment un pays différent, c'est un contexte différent. Donc, faites-vous accompagner pour vous implanter, créer votre filiale, pour euh, donc mettre en place les outils et les connexions de travail. Et différences culturelles, donc ça revient à l'humain essentiellement. Faites-vous accompagner aussi pour vos recrutements. Et c'est ce qui permettra à ce que vous, avec la connaissance et la maîtrise et votre offre dans votre corps de métier, euh, avec ça, vous aurez mis de votre côté toutes les chances pour réussir et se développer. Merci, Hicham. Gauthier. Quasiment la même chose qu'Hicham, mais bien s'entourer, s'adapter au marché local, se faire accompagner pour le recrutement, pardon. Euh, oui, c'est les principales. Et voilà, et surtout personnaliser son approche commerciale, marketing. Nous, on a passé beaucoup de temps sur, notre équipe marketing a fait vraiment un boulot formidable sur la terminologie, les mots-clés. Nous, on est une boîte vraiment euh, online, donc notre site internet est notre principal outil de vente. Et mine de rien, c'est vrai que les mots ont chacun une importance et du coup, savoir utiliser les bons mots qui étaient différents des fois de si on avait été en France. Donc voilà, c'était trouver les bons mots-clés pour les pubs sur Google Ads, sur LinkedIn, etc. C'est exactement pareil. Donc il y a eu un très gros boulot de notre équipe marketing sur le sujet. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut pas oublier. C'est pas parce qu'on est une boîte française qu'on doit dupliquer, copier-coller forcément tout le contenu marketing. Non, le contenu doit être bien différent. Top. Et pour toi, Alex, du coup, Écoute, Alexandre. je dirais que non, non, je suis là. Mais écoute, je dirais que non, non, ça a été bien résumé par tous. Il faut oser, voilà, tester. Il y aura peut-être un problème ou deux, mais ça sera des leçons pour pouvoir avancer. Et je dirais que c'est vraiment de tisser sa toile sur le marché, de se faire connaître, comme l'a bien aussi dit Gauthier, de connaître les best practices et d'oser. Voilà. On ne perd rien, hein, à attaquer un nouveau marché. Je pense que le marché est là. Il y a une stabilité, il y a une maturité du marché. C'est un marché qui est très demandeur et qui peut être aussi une porte, je dirais également, pour les autres pays en Afrique, vu qu'un grand nombre de sociétés marocaines sont très, très bien implantées sur le continent et certaines sociétés, vous pouvez travailler qu'au Maroc et demain vont vous ouvrir les portes de certains pays. Voilà.